Quand on est indépendant en Israël, il y a ce sentiment. Un sentiment que beaucoup connaissent bien. On travaille dur toute l'année, et puis à la fin, on voit une part énorme de ce qu'on a gagné partir direct dans les caisses de l'État. La question, c'est est-ce qu'on doit juste l'accepter? Est-ce que c'est une fatalité? Et attention, hein, on ne parle pas de quelques shekels par-ci par-là. Non, non, on parle de potentiellement des dizaines de milliers de shekels. Chaque année. Imaginez un peu tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent. Le réinvestir pour faire grandir son business, le mettre de côté, ou tout simplement se faire plaisir. C'est de l'argent qui, au lieu de ça, s'évapore. Alors voilà, la vraie question, elle est là. Est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'au fond, c'est une erreur de gestion? Est-ce qu'on subit ça passivement, année après année, ou est-ce qu'on décide de prendre les choses en main? C'est exactement de ça qu'on va parler. Parce que c'est vraiment là que tout se joue. La différence entre une activité qui rame et une qui prospère, eh bien souvent c'est ça, la maîtrise des règles du jeu fiscal. Il faut arrêter de voir les impôts comme une sorte de punition. En fait, c'est un outil, un levier stratégique. Et savoir s'en servir, ça peut littéralement faire décoller un business. Ok, alors concrètement, comment on fait? On va décortiquer ensemble 5 stratégies clés. D'abord, l'art du timing. Ensuite, comment le conjoint peut devenir un véritable atout fiscal. Troisième point, attention au piège de la sécurité sociale. Puis, on verra comment transformer son loyer en déduction. Et enfin, le fameux bouclier de la société. Et on finira par le nouvel état d'esprit que tout ça implique. Allez, on commence avec la première stratégie. C'est peut-être la plus simple à appliquer, et pourtant, elle est super efficace. On parle ici de l'art du timing. On va voir comment, parfois, attendre juste quelques jours peut faire une différence énorme sur le plan financier. Prenons un cas d'école. Imaginez, on est fin décembre, et bam, l'ordinateur portable rend l'âme. La réaction immédiate, c'est de courir en acheter un nouveau le 29 décembre. Le problème, pour cette année-là, on ne pourra déduire l'amortissement, le fameux FAT, que sur 2 ou 3 jours. C'est presque rien. Maintenant, si on prend sur soi et qu'on attend juste après le Nouvel An, disons le 2 janvier, eh bien, pour le même ordinateur, on déduit une année complète d'amortissement. L'impact fiscal est juste radicalement différent. Et là, on ne parle pas de gagner quelques centimes. Sur un achat un peu important, ça peut représenter des milliers de shekels d'économie d'impôts. Des milliers, juste en regardant le calendrier. Donc le timing, ce n'est vraiment pas un détail, c'est un vrai levier. Deuxième stratégie. Celle-ci, elle est souvent oubliée alors qu'elle peut être hyper puissante. Il s'agit de considérer son conjoint comme un partenaire fiscal. L'idée, c'est de ne plus penser uniquement à sa propre situation, mais de raisonner à l'échelle du foyer. Alors, pour bien piger le truc, il faut comprendre un concept clé du système israélien, les nekudot zikui. Ce sont des points de crédit d'impôt. Et là, attention, c'est super important. Ce n'est pas une déduction du revenu. Non, non, c'est beaucoup mieux que ça. C'est une réduction directe, shekel pour shekel, de l'impôt final à payer. Bon, et comment on s'en sert alors? Eh bien, c'est assez simple en fait. Imaginez un couple. L'un est salarié, l'autre indépendant. Il arrive souvent que le conjoint salarié ne gagne pas assez pour utiliser la totalité de ses points de crédit, notamment ceux liés aux enfants. Et que deviennent ces points non utilisés? Ils sont perdus. Pouf, envolés. Sauf que, il y a une astuce. On peut les transférer au conjoint indépendant qui, lui, a un revenu plus élevé. Le résultat, les points sont enfin utilisés à 100% et c'est l'impôt global du foyer qui baisse. Pas mal, non? Troisième point, celui-là, c'est un grand classique, un vrai piège dans lequel beaucoup d'indépendants tombent. On l'appelle le piège du Bitou Leumi, la sécu israélienne. C'est ce moment où on reçoit le courrier, on l'ouvre et là, le montant à payer est beaucoup plus élevé que prévu. On va voir pourquoi. En fait, tout le problème vient d'un concept un peu technique, mais essentiel, l'assiette de calcul. C'est en gros le revenu sur lequel tout est calculé. Et voilà le hic. L'assiette de calcul n'est pas la même pour les impôts sur le revenu, le Mas Hashnassa, et pour la sécurité sociale, le Bitou Leumi. Ce sont deux calculs différents. L'exemple parfait pour illustrer ça, c'est le Keren Ishtalmut. Côté impôt sur le revenu, c'est génial. Ce qu'on verse dessus est déductible. Moins d'impôts, super. Sauf que, côté Bitou Leumi, c'est une autre histoire. Eux, ils prennent cette somme déduite et ils la rajoutent à l'assiette de calcul. Ça veut dire qu'on paie des cotisations sociales dessus. Et c'est exactement ce décalage qui crée les mauvaises surprises. Allez, quatrième stratégie. Celle-ci, elle s'adresse à tous ceux qui travaillent depuis la maison. L'idée, transformer une partie de ses dépenses personnelles, comme le loyer, en une charge professionnelle qui vient réduire les impôts. Le principe est vraiment simple. Si on a une pièce de son logement qui est utilisée uniquement pour le travail, un vrai bureau quoi, alors on a le droit de déduire une partie des frais au prorata.
Par exemple, si on a un appartement de 5 pièces et qu'une pièce entière sert de bureau, eh bien ça fait 20% de l'espace qui est considéré comme professionnel. Et le plus beau, c'est que ce pourcentage, nos 20% de l'exemple, on ne l'applique pas seulement au loyer. Non, on peut aussi l'appliquer à la taxe municipale, la fameuse Arnona, aux factures d'électricité, d'eau et même à l'abonnement Internet. Quand on additionne tout ça sur une année, ça commence à faire une très très belle économie. Et on arrive maintenant à la 5e et dernière stratégie. Alors là, on passe à un niveau supérieur. C'est sans doute la décision la plus structurante pour un indépendant, le passage en société. Ce qu'on appelle ici une FRABAM. C'est le moment où le business devient une véritable entreprise. La différence est radicale. Quand on est au sec-mourche, donc indépendant, tout le bénéfice, c'est le revenu. Et ça, c'est taxé direct, avec des taux qui peuvent grimper jusqu'à 50%. En plus, le patrimoine personnel est en jeu. En revanche, si on crée une EVRA BAAM, tout change. C'est la société qui paye un taux fixe de 23% sur ses bénéfices. Ensuite, on est taxé uniquement sur ce qu'on décide de se verser comme salaire ou dividende. Et surtout, le patrimoine personnel est à l'abri. C'est un double bouclier, à la fois fiscal et juridique. C'est énorme. Bon, on a vu pas mal de techniques. Mais pour conclure, la chose la plus importante à retenir, ce n'est pas une astuce en particulier. Non, c'est un véritable changement de mentalité, un nouvel état d'esprit face à sa fiscalité. La philosophie, elle est simple. Bien sûr que payer ses impôts, c'est un devoir. La question n'est pas là. Mais en payer plus que ce que la loi demande, ce n'est pas du civisme, c'est une erreur de gestion. L'objectif, ce n'est absolument pas de frauder, c'est de gérer son activité de manière intelligente. Alors, la question à se poser pour finir, elle est simple. Est-ce qu'on continue de subir sa fiscalité comme un fardeau qu'on traîne chaque année, ou est-ce qu'on décide de la transformer en un véritable levier pour sa croissance ? On vient de le voir, les outils, pour ça, ils existent. Après, le choix de les utiliser, il appartient à chacun.